C'est match après match, en ce dimanche 8 mai. Soyez les bienvenus sur Blue Sport. On va parler de la relégation du LS, mais on va surtout essayer de se projeter déjà dans l'avenir. On évoquera cette lutte pour éviter la place de barragiste en Super League. Et on reviendra sur la semaine européenne avec un nouvel exploit du Real Madrid. Les affiches des finales sont désormais connues. C'est un joli programme qui nous attend au cours de ces 45 prochaines minutes. Avec autour de la table, Guillaume Fèvre, le portier de Young Boys. Bienvenue Guillaume, Jérôme Créta pour la rédaction de Blue Sport et notre consultant Gabet Chapuisat. Messieurs, bah voilà, il fallait juste savoir quand est-ce que ça arriverait, mais le LS est aujourd'hui officiellement relégué. On va pas refaire la chronique de la saison Gabet Chapuisat, mais on fait quoi maintenant avec ce Lausanne Sport ? Il reste 3 matchs, hein, on va solder la saison et puis il faut surtout préparer l'avenir. Voilà, je crois que le club a déjà agi, je parle des hautes sphères. Hein, il y a des coups de balai urgents à mettre en place et puis pour retrouver, faut espérer l'élite au plus vite. Alors, il faut finir la saison, c'est vrai que ça c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, Gabet Chapuisat. Quand on est joueur, Guillaume, et que voilà, on est relégué, il reste 3 matchs à jouer, comment les aborder au mieux ? Ouais, compliqué de toute façon, mais on l'a vu encore aujourd'hui. Voilà, on donnait peu de crédit encore à Lausanne encore aujourd'hui. On a vu quand même les joueurs du LS voilà, se battre et puis avoir aussi une belle attitude malgré tout sur le terrain. Voilà, au final, c'est sûr que les joueurs doivent jouer leurs cartes aussi un peu peut-être plus personnelles et puis en ayant le focus un peu plus sur soi, même si voilà, mentalement c'est difficile à appréhender ce genre de match. Alors ça c'est pour le court terme, mais il faut déjà se projeter, Jérôme, sur la saison prochaine. Et on fait quoi à partir du 23 mai, à savoir le lendemain de la dernière journée de Super League ? On se met directement au travail pour préparer cette Challenge League. Lausanne nous a habitués à être relégués 3 années consécutives de Coupe du Monde et remonter une année d'Euro. Donc, théoriquement, Lausanne devrait remonter dans 2 ans. C'est des cycles de 2 ans, hein, toujours. C'est ça, ouais. Alors, 4 pour la relégation. Enfin bref, c'est une année sur 2, ou une double année sur 2, on va dire, relégation et promotion, puisqu'il y a 2 années en haut, 2 années en bas. Mais il y a une opportunité supplémentaire avec le probable changement de modus l'année prochaine, où il y aura probablement 2 équipes promues, peut-être 3 avec le barrage. Ça veut dire qu'il y aura quand même le 30% des équipes concernées par la promotion en Challenge League l'année prochaine. Donc il y aurait peut-être là l'opportunité de faire l'ascenseur en 1 année et pas en 2. Ouais, là il y a clairement un train à ne pas laisser passer. Il ne faut pas justement gâcher cette occasion. Donc il faut faire les bons choix dès le début. Alors, ça commence par l'entraîneur, par exemple. Il y a déjà des entretiens qui ont été menés. Il y a une shortlist qui est sortie dans la presse. Lustrinelli, Magnin, Vicky, Forte, Urcea. C'est les coups classiques, ça. Voilà. La presse se régale avec des noms qu'on jette un petit peu. Est-ce qu'il est parmi ces 5-là, le futur entraîneur du LS ? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est la nouvelle structure. Donc, le nouveau président, pour moi, sa première tâche, c'est d'abord trouver un directeur sportif compétent. Donc, lui, je ne pense pas qu'il connaisse le Apparemment, ce n'est pas le plan. Mais c'est pas lui qui va engager l'entraîneur. Donc, il faut quelqu'un du métier. Je pense qu'il faut... je pense qu'on a quand même beaucoup perdu, et on va pas refaire le cas du célèbre Cissé. On a beaucoup perdu avec Pablo qui avait mis en place une jolie structure, comme il s'est fait éjecter comme un malpropre. On a vu Cissé, quand le directeur sportif n'est pas à la hauteur, le club est en difficulté. Donc pour moi, la priorité pour le président, c'est de trouver un directeur sportif capable, qui puisse trouver rapidement l'entraîneur compétent et qui rentre dans le projet du club. Ce nouveau président, Lin Heemskerk, néerlandais, qui est issu du groupe Ineos, propriétaire du Lausanne Sport, dont on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, si ce n'est qu'il aime le foot, amateur de l'Ajax. Est-ce que ça suffit pour être président d'un club de Super League ou de Challenge League, en l'occurrence, dès la saison prochaine ? Probablement pas. Moi, je suis d'accord avec Gabet. Il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, il y aura évidemment le directeur sportif à trouver avant l'entraîneur. Il y a quand même un point positif que j'ai retrouvé par rapport à ce nouveau directeur exécutif. C'est qu'il habite depuis 10 ans en Suisse. Alors, on risque de le voir un peu plus à la Tuilière que... Mais il parle très mal français, hein. Ouais, mais il a le temps d'apprendre jusqu'au... il a eu le temps d'apprendre jusque-là, quand même. Et puis, ouais, en disant aussi, je pense qu'Agnan parle assez bien le français. Donc, je pense que ça pourrait le faire.
On parle d'un entraîneur compétent. Pour moi, il faut aussi un entraîneur attrayant, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne seront plus là, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Quelles seront les arrivées, quels seront les joueurs qui vont rester. Et pour ça, il faut un entraîneur compétent évidemment pour après, mais attrayant pour garder ou pour faire venir des gens. Et puis je pense que dans la liste qu'on a citée tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez attrayants. Faut pas oublier que ce qui change en Challenge League, c'est qu'il y a évidemment un quota de joueurs étrangers qui est beaucoup moins important, autorisé sur la feuille de match. Il faudra faire jouer beaucoup plus de joueurs suisses, si possible des jeunes, parce que ça passe souvent par là. C'est toujours compliqué de trouver ce bon équilibre entre les joueurs, les jeunes, à qui on veut donner une première chance, qu'on veut développer, qu'on veut potentiellement pouvoir revendre, joueurs suisses, et puis il ne faut pas se rater non plus justement dans la manière dont on les encadre. C'est une balance difficile. C'est la balance, oui, qui est compliquée à trouver, clairement. Mais voilà, je pense que même cette saison, bon, voilà, on peut refaire tout le scénario de la saison, mais je pense que voilà, cette saison, le Lausanne Sport avait cet équilibre pour moi. Après, ben voilà, il y a eu des erreurs clairement dans la direction, dans le... Erreur de casting. De casting aussi, clairement. Moi, ce qui me fait un peu souci, je dois dire honnêtement, c'est qu'on prend maintenant des décisions, on change le président, et puis au final, on ne sait pas quel entraîneur va reprendre l'équipe. Est-ce qu'il y aura un directeur sportif? Je suis allé faire aussi un petit tour du côté du site du Lausanne Sport. On n'a pas beaucoup d'infos. Aucune information, et puis voilà, on a un peu des décisions comme ça à la hâte, et puis après on regarde un peu ce qu'on fait, ce qu'on va faire, au lieu de construire quelque chose, d'avoir une vraie ligne, un projet pour l'avenir. Là, on fait, à mon avis, un peu des choses un peu à l'envers. Ceci dit, cet équilibre entre jeunes, expérimentés et tout, c'est quelque chose que vous avez pas mal vécu à Thun notamment, et ça marchait plutôt bien. Ça a toujours très bien marché. Grâce à un bon directeur sportif, il faut quand même aussi le souligner. Oui, et puis une politique de recrutement intelligente, et puis qui se faisait vraiment au niveau local, avec des jeunes espoirs de Challenge League. C'est aussi financier, hein. Il y a beaucoup de limites financières du côté de Thun, on est bien d'accord. Clairement, une obligation. Beaucoup axé sur la formation et la qualité des jeunes. À Thun, ils n'avaient pas de pétrole, mais ils avaient des idées. Voilà. Andrés Gerber était très bon. Ils avaient un très bon Gerber qui a amené... Donc c'est possible. C'est clairement possible, voilà, mais en ayant vraiment cette colonne vertébrale de joueurs qui ont de l'expérience, qui peuvent encadrer aussi des plus jeunes, et puis qui peuvent montrer aussi la voie des plus jeunes, tant au niveau mental, physique et tactique. Ça fait beaucoup de questions en suspens concernant le Lausanne Sport. Est-ce qu'il y aura un directeur sportif? Avec quel entraîneur? Avec quel joueur? Énormément de questions. On aurait voulu les poser, ces questions, au nouveau président, Linem Skerk, voilà, je vais essayer de ne pas trop estropier son nom, sauf qu'il ne s'exprimera pas en public avant jeudi prochain, soit lors de la date du repas de soutien du Lausanne Sport, et surtout, on l'a appris aujourd'hui, malheureusement, il ne donnera pas d'interview avant la fin du mois de juin. Voilà. Donc on n'aura pas beaucoup de réponses à toutes ces questions, de savoir effectivement quelle direction prend le Lausanne Sport. Messieurs, il faudra prendre notre mal en patience pour effectivement voir un peu comment ça va se passer. Ça me surprend, c'est que fin juin, on aura bientôt recommencé la saison. Donc c'est vrai, je trouve qu'au niveau des communications, ça, c'est déjà un petit peu lacunaire au départ. Ce qui est important, c'est que sans directeur sportif ou avec directeur sportif, un entraîneur qui est capable, avec son staff technique, il faut monter une équipe compétitive. Lausanne ne peut pas se permettre de jouer encore 2-3 années en Challenge League. Donc, je pense qu'Ineos mettra quand même, et je crois qu'ils l'ont assuré, qu'ils mettront encore les moyens. Donc, on peut espérer revoir un Lausanne Sport qui va jouer les premiers rôles. Bon. LS relégué, c'est désormais officiel. Donc Lucerne évite au moins la culbute automatique, mais Lucerne n'a certainement pas dit son dernier mot et veut encore éviter cette place de barragiste avec ce qu'a montré Lucerne aujourd'hui face à Servette. Dans la lignée de ce qu'on a vu ces dernières semaines, du caractère et une équipe qui n'a de loin pas le visage, la texture d'une équipe relégable. Non, clairement, encore aujourd'hui, voilà, une attitude vraiment extraordinaire, et puis une équipe qui a jamais abdiqué, que ce soit dans l'image, que ce soit aussi à l'intersaison où voilà, le premier tour était plus que catastrophique, mais il n'y a pas eu d'excitation non plus, je dirais. Et puis il y a eu une magnifique réaction de la part de tout le groupe tout au long de ce deuxième tour.
Et puis voilà, une équipe qui commence à faire des points et qui commence à mettre vraiment sous pression Getse et Sion. Ouais, 3 points de retard sur Getse, 4 sur Sion. Heureusement que Sion a gagné aujourd'hui. Ouais, heureusement parce que, évidemment, mercredi, il y a un match et une finale. Et cette finale, ils pourront l'aborder en étant sûrs d'être devant Lucerne après le match. Et ça change évidemment la donne. On parle de la qualité de Lucerne, mais on peut aussi parler, on peut parler de Sion, mais on peut parler aussi de la piètre qualité, en tout cas vue aujourd'hui, des Grasshoppers, qui ont aussi un calendrier compliqué, peu de points d'avance, ça risque de se resserrer. Et si mercredi soir Lucerne venait à battre Sion, forcément qu'on aurait les 3 équipes à 2 points. Et Getse fonctionne quand même avec des séries depuis quelques temps. Il y a eu 5 matchs sans défaite. Juste avant ça, il y avait 5 matchs, 5 défaites. Allez savoir s'il n'y aura pas, pour terminer, 3 défaites pour Grasshopper, sachant qu'ils jouent quand même les gros morceaux. Et les gros morceaux, mis à part Zurich qui est champion, ne sont pas encore assurés, que ce soit Young Boys par exemple, de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc on ne va pas forcément faire tourner les effectifs trop vite. Qui, selon vous, Gabet, terminera à cette fatidique 9e place? Je pense qu'il y a déjà le match mercredi va décider beaucoup de choses. C'est vrai que si on peut se permettre, entre guillemets, de perdre avec un petit matelas de 4 points. Après, il n'y a plus de matelas. Hein. Il n'y a plus de matelas, mais enfin bref, ils ont droit, comme on dit, un droit à l'erreur. On est sur la paille. On est bien d'accord. Non, je pense que si on doit régler le cas mercredi à la maison, en battant Lucerne. Et puis pour moi, l'équipe, parce que j'ai un petit peu regardé le calendrier de Getse, ça va pas être facile. Getse, ils ont eu un début d'année 2022. Très, très difficile. Là, ils ont eu une belle série. Ils ont pu gagner à Genève, par exemple, 1-0, à la surprise de tout le monde. Vous me direz qu'actuellement, tout le monde peut battre Servette. On est bien d'accord. Non, pour moi, Getse est en danger. Parce qu'ils ont un calendrier difficile. Hein. Je regardais, ils vont à Bâle, ils reçoivent Saint-Gall. Bon, Saint-Gall, ça sera après la Coupe, donc je pense qu'ils vont fêter ça. Et puis, ils finissent à Berne. Et puis, Berne, on sait qu'à IB, c'est aussi une année très compliquée. Et actuellement, l'équipe est en convalescence, mais elle aura certainement peut-être encore besoin de points pour assurer sa place en Coupe d'Europe. Donc, moi, j'ai très peur pour Getse. Ouais, c'est vrai qu'avec IB, Guillaume, là, vous allez affronter justement Lucerne et pour terminer Getse. Il y aura donc juste Saint-Gall là, entre deux, avec des matchs qui sont importants aussi pour vous, hein, clairement, parce qu'il faut aller chercher cette 3e place. Hein, donc, il y aura de l'enjeu tout le temps jusqu'à la 36e journée, probablement. Certainement. Puis c'est vrai que nous, de notre côté, on ne regarde pas quelle équipe on pourrait... si elle gagne contre nous, pourrait sortir un peu de cette situation dangereuse de barragiste. Non, nous, on est clairement focalisé sur notre performance, sur nos matchs, sur les points qu'on doit encore faire jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il en faudra encore pour assurer notre place européenne. Assurer la 3e place, je fais une petite parenthèse, IB, ce n'était pas forcément prévu. C'est la 3e place qui vous intéresse, rien d'autre, ou bien aller chercher Bâle pour l'honneur, c'est aussi un objectif? C'est de gagner contre Saint-Gall le prochain match. Ouais. Mardi à la maison, ça c'est l'objectif principal. Et puis en gagnant contre Saint-Gall, on se met déjà dans une situation confortable. Et puis pour aborder ces 2 derniers matchs d'une manière plus confiante et puis plus sereine. Ouais, Lucerne a donc fait forte impression aujourd'hui face à Servette, Getse un petit peu moins. Et donc ce FC Sion, qui n'a pas été flamboyant, hein, Jérôme, vous avez suivi le match de près. Hein. Sion n'a pas été exceptionnel, mais Sion a ramené l'essentiel, la victoire. Ouais, et Sion ramène la victoire, ou en tout cas tient des matchs nuls. C'est assez rare ces temps, mais c'est souvent quand la solidité défensive est présente, et c'était clairement le cas aujourd'hui. Getse a eu plus le ballon, a eu plus d'occasions, même pas forcément dangereuses, mais en première mi-temps. Mais c'est un petit peu dans cette configuration-là que le FC Sion peut s'en sortir. Et c'est un petit peu la volonté, évidemment, de l'entraîneur Tramezzani. Ça a fonctionné, c'est clair. C'est un match qui aurait pu terminer sur un score de parité, mais c'est pas volé non plus. Et puis voilà, 3 points quand même ô combien importants par rapport à l'échéance de mercredi.
Sion a fait du Tramanzani par contre, hein, parce que j'ai un petit peu tiré le parallèle du match d'aujourd'hui que j'ai regardé par rapport au match de dimanche dernier contre IB. Inexistant, j'entends, au niveau offensif en première mi-temps, c'est vrai qu'un peu d'occasion, hein, style Tramanzani, beaucoup de sécurité défensive et très aléatoire sur le plan offensif. Et puis l'équipe s'est réveillée dans la dernière demi-heure, exactement le même scénario que contre les Bernois. Et puis contre IB, sans ce penalty à la 97e minute avec Cabaret qui est un spécialiste, Sion aurait déjà mérité en tout cas de faire un point. Donc Sion a confirmé qu'il marche, on peut dire, il joue une demi-heure sur 90 minutes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le match est important, c'est des points qui valent leur pesant d'or. Et avant le penalty des Young Boys la semaine passée, il y a un but annulé pour 4 cm et demi. Donc si on peut faire 3 points contre IB, et finalement c'est le même scénario qu'aujourd'hui. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'ils ont fait une super demi-heure, mais j'estime que l'équipe doit être capable de faire 90 minutes de cet acabit. Bon, Sion a fait un pas. On va dire un pas important en direction du maintien avec cette victoire aujourd'hui face à Grasshopper. Mais il faudra confirmer mercredi soir face à Lucerne pour définitivement assurer sa place en Super League la saison prochaine. Voilà pour notre page consacrée au football suisse. On va revenir sur la semaine européenne avec, messieurs, tout d'abord un retour sur ces demi-finales de la Ligue des Champions. Petit mot rapide tout d'abord, peut-être, puisqu'on va dans l'ordre chronologique, tant qu'à faire, de ce Villarreal-Liverpool. On rappellera que Villarreal avait affronté Young Boys en phase de groupe et on l'avait souligné ici sur ce plateau. Ce Villarreal qu'on a vu ce printemps n'avait rien à voir avec celui que vous avez affronté avec Young Boys. Là, l'équipe, elle avait vraiment pris une autre dimension ce printemps. Oui, même si on sentait un peu les prémices quand même à cet automne d'une équipe qui avait encore beaucoup de potentiel. C'est vrai qu'en championnat, elle était en difficulté à ce moment donné-là, mais voilà, on a vu vraiment sur le plan européen une équipe flamboyante avec vraiment ce jeu tourné vers l'avant. Et puis quand même, voilà, une équipe qui a l'expérience aussi de ces compétitions européennes. Alors plus en Europa League, c'est sûr que la Champions League c'était un peu nouveau, mais voilà, de gagner ces matchs aller-retour, habitué quand même à ce genre de situation-là. Et avec vraiment des phases de jeu extraordinaires. Ouais. À la mi-temps, on est à égalité parfaite. Vous y croyez à Villarreal ou vous vous êtes dit, non, là quand même, Liverpool va finir par passer l'épaule? Oui, dans ma tronche, je pensais que Liverpool était capable de réagir. Mais par contre, j'étais en souci quand même, comme vous tous autour de ce plateau. Hein. Ils ont été vraiment... Liverpool a été sérieusement bousculé. Ils étaient au bord du précipice, hein, c'est vrai. Mais Villarreal a payé sa débauche d'énergie. Ils ont fait 45 minutes de folie au niveau agressivité, intensité et tout. Et là, je pense qu'ils ont payé en deuxième mi-temps. Et en plus, on a pu remarquer que... pas seulement en Coupe d'Europe, hein, je pense qu'on peut voir à tous les niveaux que si tu vas aller plus loin et avoir du succès, il faut avoir un bon gardien. Et je pense que ce n'est pas Guillaume Fèvre qui va me dire le contraire. Et ce n'était pas le cas de Villarreal mardi soir. Non, clairement, c'est sûr que je vous rejoins Gabé, complètement. Pour arriver en finale, il faut des arrêts décisifs, il faut des gardiens qui décident les matchs parfois à eux-mêmes. Et puis, du côté de Villarreal, ça n'a pas été le cas pour cette demi-finale. Ça l'a été jusqu'en demi-finale, mais pas en demi-finale. Ouais, Rouli qui, c'est un peu fait surprendre. Rouleau, c'était un petit peu la même chose. S'est fait surprendre sur le premier but. Il est un peu parti à l'aventure sur le troisième. C'est des choses qui arrivent. Non, mais le troisième, je crois que c'est le résumé de sa performance, dans sa sortie. Un peu hasardeuse. Voilà. Liverpool, premier qualifié. L'autre qualifié, vous le savez évidemment, c'est le Real Madrid. Là aussi, est-ce qu'on aurait parié sur le Real Madrid alors je ne vous parle même pas de la 89e minute du match de mercredi soir, mais déjà en février. Real en finale. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur ce que vient de dire Guillaume, parce qu'on parle d'un arrêt décisif d'un gardien. Il faut un arrêt décisif à un moment donné.
Là, on l'a eu, parce que Courtois en fait un sur Grealish en toute fin de match. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, mais ils l'ont fait à l'aller aussi. Pour dire que ça n'a pas été le cas alors, au match aller. Puis il faut avoir un défenseur qui vient te sauver sur la ligne, par exemple. À l'aller, il ne sait pas, il n'a pas vu le match. Paraît-il qu'il a fait des arrêts au match aller. Il faut un passeport pour aller en précise. La carte d'identité, ça passe pas. Mais enfin bref, non, cet arrêt de Courtois, il y a un sauvetage sur la ligne de Mendy aussi, mais pour dire que un élément clé fait par un défenseur, par un gardien, et non pas forcément un but marqué par Benzema sur penalty ou pas, ou alors par Rodrigo qui vient de rentrer, etc., ça fait toute la différence au final, même si c'est évidemment une succession de plein de petites choses qui fait que ce succès, il est complètement mérité. On peut aussi parler quand même du coaching, parce que Rodrigo rentre, même si le coaching a été bon aussi de l'autre côté, parce que l'action du but de Mahrez commence par Gundogan et Zielinski qui venait aussi de rentrer. Donc voilà, il y a eu une bataille dans la bataille, c'était Ancelotti, Guardiola. Benzema perd son ballon d'or, j'ai l'impression, entre la 70e et la 90e, peut-être qu'il le récupère en 2 minutes, et puis après il inscrit encore le 3e. Pour répondre à votre question, pour moi, si on remonte à quelques mois en arrière, bien sûr que non, mais l'appétit vient en mangeant, on connaît le Real, la Coupe d'Europe c'est dans leur ADN, et puis en plus il y a le titre juste avant qui les libère, et puis voilà, ils deviennent inarrêtables au fur et à mesure qu'ils jouent en fait. Faut jamais les enterrer. Jamais. Bon, mais on peut quand même parler de miracle. Une fois contre Paris, je veux bien contre Paris. Contre Chelsea, ils sont fait trimballer, je m'excuse, au match retour, jusqu'à la 80e minute où il y a 3-0 face à un extraordinaire Chelsea, il faut aussi le dire. Et là, je sais pas, un miracle incroyable. Et puis là, alors vraiment, quand Mahrez a marqué à la 73e, j'ai dit un goal à l'extérieur, ça faisait deux goals d'avance. J'ai dit, c'est pas possible. Une équipe expérimentée comme Manchester City peut pas se faire surprendre. Je pense que à ce moment-là, au niveau des miracles, je me suis dit 2 c'est assez, 3 c'est trop. Parce que bon, il y en a qu'on dit jamais 203. Mais c'est vrai que là, je n'aurais pas mis un seul centime sur un retour possible. Et je vous rappelle que le 1-1 de Rodrigo à la 90e, c'est le premier tir cadré de Real Madrid. Alors si vous ne parlez pas de miracle, moi, je n'y comprends plus rien. On parle d'efficacité dans ces cas-là aussi. On est bien d'accord. Jérôme a raison de le souligner, la performance de Thibaut Courtois, qui a d'ailleurs été élu homme du match. C'est pas un hasard. Elle a été primordiale, et Thibaut Courtois, c'est ce genre de gardien qui ne fait pas forcément beaucoup parler de lui, mais qui est diablement efficace. Diablement efficace, et puis on le voit dans les statistiques. Confrontation directe avec Ederson, je crois qu'il arrête plus de la moitié des ballons en plus qu'Ederson. Donc voilà, 2 rôles aussi différents. Real, une équipe qui s'expose aussi, parce qui joue beaucoup vers l'avant, avec des défenseurs qui participent aussi beaucoup au jeu, mais du coup qui est plus exposé certainement qu'un Manchester City, qu'un Ederson à Manchester City, qui lui doit faire 1-2 parades par match. Donc ça rend... Il joue plus au pied qu'avec les mains, on est bien d'accord. Et puis ça rend la performance encore plus difficile. Courtois, on l'a vu, le match retour, il est 90 minutes, il en a plein les pattes, quoi. Donc, Ederson, ceci dit, il n'est pas complètement irréprochable sur le premier but de Rodrigo, ou il a manqué de réaction, il aurait pu anticiper une mauvaise lecture, en sachant que s'il sort sur le ballon, il doit ramasser l'attaquant, ou en tout cas essayer de plonger sur le ballon, ou alors de décider de rester sur la ligne pour peut-être réagir. Mais un peu spectateur sans réaction, j'ai trouvé. Un peu, entre deux. Donc effectivement, une mauvaise prise de décision. Soit il reste sur la ligne, ou soit il va vraiment pour attaquer le ballon. Mais voilà, on parlait aussi d'arrêt décisif. Il a 2 occasions d'arrêter un penalty, et ça aurait été aussi pour lui la manière d'apporter vraiment sa touche décisive pour permettre à son équipe d'accéder à la finale. Ouais. Ceci dit, le Real Madrid, le roi d'Europe, ils ne se privent pas de le dire, les supporters du Real Madrid. D'ailleurs, ils ont de quoi, 13 titres de C1, comme on l'appelle de manière abrégée. Ils ont profité des premières années. Oui, mais en attendant, elles sont là. Tout ce qui est fauché est bas. Et ces 13 coupes, elles sont là. Il y a quand même cette culture de la gagne
qu'il y a au Real Madrid. Il y a d'autres clubs, mais il n'y en a pas non plus énormément. Il y a cette culture de la gagne qu'il y a au Real Madrid. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence ce printemps, Gabet? Oui, puisque moi, je trouve, j'ai résumé en disant, ce Real Madrid, c'est incroyable, c'est qu'ils ont rendu l'impossible possible. Ça veut dire que tout le monde les a vus morts 3 fois et ils ont ressuscité. Et c'est vrai, c'est une équipe qui n'abandonne pas. Ils ont la chance aussi d'avoir pu compter cette année sur un Benzema qui était absolument incroyable, stratosphérique. Et puis, voilà. Et puis, comme Guillaume a dit, un excellent gardien. C'est vrai que la défense n'est pas la meilleure défense actuellement, surtout quand vous êtes privé en plus d'Alaba, donc c'est vrai. Non, un club mythique et tout, que j'aime pas trop, parce que moi je suis au Barcelone, donc je peux pas aimer. Mais je dois dire, quand je vois On doit s'incliner aussi. Mais oui, quand je vois 13 titres au niveau de Champions League, 35 titres de champion d'Espagne, on dit chapeau les gars, bravo. Mais je pense que là, vous avez eu de la chance d'aller en finale. Cette culture de la gagne, voilà, c'est pas dans tous les clubs et ça ne s'achète pas. Ça se cultive. Et je ne sais pas si c'est quelque chose, par exemple, que vous avez remarqué en arrivant à Young Boys. C'est peut-être un des clubs en Suisse qui a cette culture. Oui, clairement. Non, quand je suis arrivé à IB, c'était une toute autre dynamique que celle qu'on a eue à Thun. Et puis voilà, Thun, on avait fini une saison, on était relégués, donc c'est sûr que la dynamique était tout autre. Mais quand je suis arrivé à IB, j'ai ressenti vraiment cette énergie, ce dynamisme, et puis au final, cette légèreté de laisser le joueur aussi s'exprimer pleinement, en faisant pleinement confiance aussi aux joueurs, en le laissant aussi prendre ses propres responsabilités, en ayant quand même une gestion vraiment impeccable du groupe, mais tout en laissant le joueur s'exprimer de la meilleure des manières. On ne va pas comparer IB et puis Real Madrid. Non, il n'y est pas encore. IB, avant ses 4 titres, ses 4 derniers titres magnifiques, consécutifs, avait été 32 ans sans être champion. Donc là, on est quand on parle de Real Madrid, on est dans un autre monde et une autre... Mais cette culture de la gagne, elle s'instaure. Elle s'est installée. Et puis de la garder autant d'années comme Real, avec des grands hommes, avec des grands messieurs comme des Modric, des Courtois, des Benzema, on n'en parle pas. Mais voilà, c'est aussi beau de voir maintenant aussi qu'un attaquant comme Benzema soit pleinement récompensé aussi de son travail, parce qu'il a été vraiment l'artisan de tous ses succès durant toutes ces dernières années. On cherche ça en Suisse romande. Si vous avez une idée d'où est-ce qu'on peut trouver, peut-être en Valais pour la coupe, éventuellement. Je voulais dire, je connais un autre club qui a 13 coupes. Ouais. Et attention, mais qui a raté la 14e. Attention au Real, la 14e est difficile à avoir. Mais je vais finir. C'est parce qu'il n'y a que 13 étoiles sur le drapeau, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de 14e. Non, c'est évidemment un autre monde, mais voilà, quel plaisir en tout cas de voir ces matchs de Champions League qui nous ont apporté son lot de buts. Ouais. Bon, on a les 3 finales européennes, les 3 affiches qui sont connues. Liverpool-Real Madrid en ce qui concerne la Ligue des Champions, 28 mai à Paris. Francfort-Rangers pour l'Europa League, le 18 mai à Séville. Et puis la Roma face à Feyenoord, le 25 mai à Tirana, ça c'est de la Conference League. Avec cette particularité quand même, messieurs, moi je la trouve plutôt sympa. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. 6 finalistes, 6 pays différents. On n'a pas 3 Anglais et 3 Espagnols. C'est plutôt sympa, non? Ou bien c'est... Moi, je suis déçu. Ou alors, ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Ça aurait dû être Liverpool-Manchester, vous le savez très bien. Non, c'est magnifique, ça va. Il n'y a pas un pays dominateur. Bon, je dois dire que Europa League, Francfort, 13e de son championnat contre Rangers. Et puis Roma, OK, quand même. Je suis comme Mourinho, on peut sauver sa saison. Enfin, Feyenoord, on a déjà eu des finales plus glamour, comme l'on dit. C'est vrai. Mais... Au moins, je ne pense pas que je vais être devant ma télévision, je vais m'arracher, sauter au plafond. Surtout la deuxième finale à Tirana, je trouve que le choix, je parle de la Conference League à Tirana, petit stade, 22 000 spectateurs, je pense que les Italiens de la Roma et puis les Hollandais qui se déplacent volontiers méritaient une autre atmosphère. Alors c'est paradoxal ce que vous dites que c'est peu glamour puis que le stade est trop petit. Alors, pour les supporters, j'ai dit. Pour les supporters. Bon, l'avantage c'est que c'est des finales indécises, puis est-ce qu'on se dit qu'il y aurait de la place pour un club suisse là au milieu? Alors évidemment pas en Ligue des Champions, on est bien d'accord. En Europa League, ça me semble compliqué. Mais en Conference League, quand on voit le parcours de Bâle finalement, est-ce qu'on ne se dit pas que Bâle aurait pu être à la place de Feyenoord?
Oui, non, clairement. Et puis, ça se tient un peu de choses au final. Hein. Elle a montré de très belles choses. Et puis, voilà, on attendait de voir un peu cette nouvelle compétition, la Conference League. Et puis, voilà, on trouve des affiches très attractives, avec aussi des ambiances magnifiques. Et puis, ça va aussi, bien sûr, être très attrayant pour les équipes suisses, comme Bâle, comme IB, de pouvoir vraiment s'afficher sur la scène européenne et puis d'aller vraiment titiller. Mais il faut qu'on progresse. Oui, faut qu'on progresse si on veut avoir une équipe suisse. Je vous rappelle que... Mais on a encore une occasion en plus de pouvoir le faire. Feyenoord a éliminé Marseille. Marseille, c'est vrai, je ne veux pas dire que ça promenait, mais j'entends qu'on n'a pas eu de difficulté pour éliminer le FC Bâle. Donc ça veut dire qu'on a encore un immense travail et on est un très long parcours pour arriver à ce niveau-là. Mais j'en reviens à cette question des 6 pays représentés par ces 6 finalistes différents. Fin de l'hégémonie espagnole pendant un certain temps, anglaise par la suite. C'est vrai qu'on aurait très bien pu avoir 4 Anglais en finale cette année. On n'en a finalement qu'un seul. C'est une bonne chose, ça, Jérôme? Ou bien justement, ça veut dire que c'est un peu un nivellement par le bas? Non, moi je pense que c'est une bonne chose déjà parce que c'est la représentation de l'Europe. Alors qu'on vient de faire un Euro dans tous les pays d'Europe, continuons avec des équipes finalistes qui nous viennent d'un peu partout. Et puis ça montre justement qu'une équipe de Suisse, pas forcément cette année, mais prochainement aurait sa place justement en finale. Je rappelle aussi que Bâle avait joué une demi-finale, c'était pas le même Bâle, on est d'accord, mais avait joué une demi-finale d'Europa League alors qu'il n'y avait pas de Conference League. Maintenant, il y a la 3e division des coupes européennes et j'imagine voir une équipe suisse assez vite rejoindre peut-être pas la finale, mais en tout cas c'est un grand Bâle qui éliminait les Chelsea et tout. C'est vrai que les Manchester, c'était vraiment le top. Je pense là, il nous faudra quelques temps pour retrouver une équipe de ce niveau. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que on ne peut pas vraiment distinguer, en regardant les affiches, l'affiche d'Europa League et de Conference League. Si on part du principe qu'il y a une 2e division et une 3e division, évidemment, celle de la Champions League, on la reconnaît tout de suite. Mais les deux autres, Rome Feyenoord, pour moi, ça pourrait évidemment être l'inverse par rapport à Francfort Rangers au niveau de l'Europa League et de la Conference League. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on se demandait, c'est une première expérience de Conference League, qu'est-ce que ça va nous amener? Est-ce qu'on aura une finale justement Karabakh contre la 2 de Bercher? Et finalement, c'est pas le cas. On a des grosses nations et on a, pour moi, 3 belles finales qu'on va pouvoir voir avec le Sucre, effectivement, d'avoir des clubs qui viennent de c'est la formule qui a voulu, c'est qu'on a repêché des équipes qui étaient en Europa League, qui ont été jouées qu'on jouait en conférence. C'est pour ça que le niveau est resté de qualité. Moi aussi, au départ, j'avais des craintes que le niveau soit vraiment très, très inférieur, surtout à la Champions League et dans une moindre mesure à l'Europa League. Rapide tour de table pour chacune de ces finales où vous allez simplement me dire votre favori qui vous voyez gagner. Je commence par la Ligue des Champions, Liverpool ou Real? Je crois que j'ai été très clair dans mon discours. Donc moi, je dirais Liverpool. J'ai dit le favori, j'ai pas dit celui que vous vouliez voir gagner. Alors, le favori, Liverpool. OK, très bien. Je crois que j'ai peur. Ils essayent un petit peu de manger à tous les râteliers et ils visent... On en parle dans un instant. Ça va être compliqué. On en parle dans un instant. Liverpool ou Real? Liverpool avec un gros match de Benzema. Voilà. Ouais, donc comme quoi ça va pas suffire, quoi. Voilà. Vous essayez de brouiller les pistes. Ouais. Il joue pas au Real, Benzema? Non. Liverpool ou Real, Guillaume? Pourquoi pas un premier blanchissage du Real, donc une victoire du Real. Très bien. Francfort ou Rangers? Francfort. Sur leur dynamique actuelle, ils ont fait des matchs, ils ont éliminé Barcelone et tout. Non, ils ont été exemplaires. Ils ont un petit peu laissé tomber le championnat et là, ils sont dans une bonne série. Francfort. Pour Gelson, Francfort. Glasgow Rangers. Contradicteur. Il va à contre-courant, c'est très bien. Romain ou Feyenoord? Romain. Rome. Ouais, Rome. Allez. Il va dire Feyenoord. Je suis l'équipe. Non, Rome. Bon, il y a unanimité pour la Roma. Ces 3 finales, je vous le rappelle, 18 mai, ça commence avec l'Europa League. Ensuite, le 25 mai, une semaine plus tard, ce sera la Conference League. Et puis, on terminera en apothéose avec cette finale de la Ligue des Champions le 28 mai à Paris. Avec Liverpool, qui aura peut-être déjà beaucoup perdu à ce moment-là, parce que Liverpool est effectivement en quête d'un quadruplé. On le sait, ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue.
Ils jouent la finale de la Cup la semaine prochaine contre Chelsea. Ils ont cette finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils n'auraient pas perdu le championnat de Premier League ce week-end avec ce nul hier contre Tottenham? City a gagné. Il reste 3 matchs. 3 points d'avance pour City. J'ai l'impression que City va pas laisser passer l'occasion. Donc vraiment, voilà, avec ces 3 points d'avance, ça risque d'être trop court pour Liverpool. City n'a jamais lâché le morceau tout au long de la saison, ça c'est une chose. Et tout ce que j'espère pour Liverpool, c'est qu'autant ils pouvaient faire le doublé, voire même le triplé, et autant ils peuvent quasiment tout perdre. Alors, non, ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Voilà, donc ils peuvent faire le triplé, mais ils peuvent quand même n'avoir que ça au final, et je crois pas que c'est l'objectif. Donc entre les 2 trophées qu'il leur reste à potentiellement avoir. Ça va être très dur parce qu'ils ont un programme, c'est très chargé en peu de temps, donc ils ont des matchs importants. La finale de la Coupe, c'est Chelsea, c'est pas n'importe qui. On est bien d'accord. C'est pas la 2 de Bercher. Oui, c'est pas la 2 de Bercher. Comme dirait Jérôme. Le championnat, je pense, avec le match nul aujourd'hui, hier, et la victoire de City 5-0 là, contre Newcastle, je pense que c'est râpé au niveau du championnat. Donc, ça va être compliqué. Et donc, ils vont se venger en finale de Champions League. Ceci dit, là encore, on a vu une très très belle réaction de City avec cette victoire 5-0 contre Newcastle. Parce qu'on peut imaginer que le coup sur la tronche, il était difficile à avaler après l'élimination face au Real Madrid. Ils ont très très bien réagi. À Liverpool maintenant, de tenir tête haute. Quand on court justement tous les lièvres à la fois, et vous l'avez connu par exemple avec Young Boys en début de saison, quand on joue la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe, c'est comment? C'est compliqué, il faut mettre des priorités quand même. Oui, après voilà, ils ont les joueurs qui savent très bien aussi gérer ce genre de situation. C'est clair que Liverpool, ils ont un cadre aussi, mais voilà, ils ont des joueurs qui savent très bien qu'en fin de championnat, le programme devient chargé, il y a beaucoup d'enjeux, il y a le championnat, il y a différentes compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Donc ils ont les joueurs pour, mais là c'est sûr que comme disait Gabé avant, ça va être très chargé, et puis avec principalement cette finale de la Champions League qu'il faudra pour eux absolument gagner, et puis quitte à peut-être laisser partir Manchester City par dépit, peut-être que tout sera réglé rapidement. Peut-être que le championnat sera joué avant même la dernière journée, c'est clair. Liverpool qui essaye donc toujours d'aller chercher ce quadruplé. On va bientôt terminer cette émission, mais avant cela, évidemment, on voulait rendre un petit tirer notre chapeau à notre invité, Guillaume Febvre, qui est ici à notre table. Sans son casque habituel. Sans son casque habituel et sans ses gants de vaisselle, comme les fois on les qualifie. Parce qu'il va mettre un terme à sa carrière, à 35 ans. Décision, Guillaume, mûrement réfléchie? Réfléchi, oui, et puis j'ai senti que c'était aussi le bon moment. Le corps donne quelques petits signes aussi de faiblesse avec toutes ces années aussi passées, notamment sur le synthétique. Donc c'est vrai que ça crie un peu du côté du genou gauche, mais vraiment aussi avec ce sentiment d'avoir vécu de magnifiques choses, et puis d'avoir appris aussi beaucoup de choses en tant que sportif, en tant aussi qu'homme au final. Vous avez surtout appris le suisse allemand, Xamax, puis après Vaduz, Ville, tout, Nibé. On ne vous a pas beaucoup vu en Suisse romande. Effectivement. Mais il n'a pas l'accent, donc ça va. Non, mais effectivement, je crois que j'ai eu cette opportunité de trouver ma place, surtout du côté de Thun, avec qui j'ai fait 8 merveilleuses années intensives, mais où j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et puis, je dirais 2 ans à IB où j'ai été vraiment récompensé de la plus belle des manières, avec d'une part un titre, et puis des matchs européens d'Europa League contre des grands clubs européens. Donc vraiment partir avec ce sentiment vraiment. Pas un regret quand même d'avoir quitté Thun en ayant perdu un match de barrage et d'avoir connu la culbute en Challenge League. Non, c'est juste... Non, mais oui, s'il y a un regret, bien sûr, c'est celui-là, c'est clair. En sachant que, à titre personnel, je voulais absolument partir en ayant ce sentiment du devoir accompli, entre guillemets. Et puis c'est clair que ça a été une grosse déception, mais de la part vraiment pour tout un club. Qu'est-ce qu'on retiendra de la carrière de Guillaume Febvre, à part son casque et ses gants de vaisselle?
Moi, je retiendrai sa stabilité au niveau de ses prestations, mais aussi au niveau des clubs. Hein. Il y a eu Vaduz et Ville, mais il y a surtout eu Neuchâtel, et puis après, très longtemps, Thun. Et puis cette fin de carrière à IB, qui l'a ensuite emmené comme titulaire à Old Trafford. Et moi, quand je l'ai vu dans les buts à la télé, j'étais pas sur place, hein, j'avais toujours pas, ou déjà pas de passeport à ce moment-là. Je me suis dit, c'est mérité, c'est le sucre de fin de carrière, de terminer comme gardien numéro 2 et de pouvoir justement entrer en scène, puisque Von Balmos était blessé, et de pouvoir jouer 3 matchs, sauf erreur, de Champions League, dont un à Villarreal et l'autre à Old Trafford. Ouais. Mérité. Moi, personnellement, je l'ai vu sur la pelouse, effectivement, de la Ceramica. Ce premier match de Ligue des Champions, c'est un souvenir quand même particulier. Oui, complètement. Puis vraiment, après, voilà, ce que je retiens de ces événements, pour moi, c'est aussi les jours avant ces matchs, vraiment, de ressentir aussi voilà, le soutien, les proches, la famille, les enfants, la femme qui sont là à côté de toi pour vraiment te soutenir, et puis de ressentir vraiment cette énergie positive. Et puis je crois qu'avec toute cette énergie que j'ai reçue, voilà, c'était déjà bien parti avant même le coup d'envoi du match. Gabin, le mot de la fin, il est pour vous sur Guillaume. Non, moi, la simplicité et la modestie. Hein, je trouve qu'il a fait un parcours sans faire de bruit, en étant performant. Il a eu la chance de bien finir du côté d'IB, malgré... Et puis là, je le félicite pour sa sagesse, parce que j'ai aussi passé par là, à un certain moment, quand tu sens que ton corps n'est plus présent et qu'il est en train de jouer des tours, il suffit de dire stop, et surtout, il a fait le bon choix. Il a surtout évité de faire l'année de trop. J'espère que vous aurez l'occasion encore quand même de jouer quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes sur ces 3 derniers matchs, et qu'on aura donc l'occasion de vous voir encore à l'œuvre sur une pelouse de Super League. Merci beaucoup Guillaume Febvre, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Et j'espère vous voir régulièrement sur ce plateau dès la saison prochaine. J'espère aussi. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci Jérôme, à bientôt. Avec plaisir. Gabin, vivement ces finales de Coupe d'Europe. Hein. On se réjouit. On va se régaler. Mais oui, vous m'en direz des nouvelles. Belle fin de soirée à vous, à bientôt, bye bye.